Alors, je lisais donc quelques habitués des tables rondes des Assises. François Terrier, chef du département ingénierie, logiciels et systèmes au CEA List. Vous êtes responsable programme IA de confiance, intelligence artificielle de confiance au CEA. Mohamed Kaniche, vous représentez l'Institut Anity. Vous êtes également directeur de recherche au LAS CNRS. Loïc Quanta, chez IRT Systemix, vous êtes responsable des équipes de recherche en data, en intelligence artificielle et en interaction. Et puis Hervé Leduf, directeur technique chez Altran France. Merci donc à vous quatre. J'aimerais qu'on plante un petit peu le décor avec vous, je pense, François. L'intelligence artificielle, vous dites quoi? C'est une couche supplémentaire, c'est une couche complémentaire, et surtout, quels sont les enjeux en termes de cybersécurité, un peu pour planter le décor de nos débats cet après-midi. Bien, je vais essayer. La question est compliquée. Bon, déjà, le premier point sur lequel je voulais rebondir, parce que ça a été beaucoup évoqué ce matin, c'est le sujet des méthodes formelles. Donc on en parle beaucoup. En fait, derrière les méthodes formelles, c'est des techniques d'intelligence artificielle, essentiellement symboliques, du raisonnement automatique, de l'inférence automatique, de la résolution de contraintes, de la satisfaction de contraintes. Donc ça, c'est des techniques qui sont déjà bien développées, bien déployées, sur lesquelles il y a beaucoup de R&D. Bon, c'est clair qu'au CEA, on les utilise intensément, ces techniques d'IA, pour faire notamment un atelier d'analyse de code, aussi bien sur du source que sur du binaire. Donc ça, c'est déjà tout un volet qu'il ne faut pas oublier dans l'IA, parce que même si c'est bien intégré, il y a encore du travail à faire. C'est un atout. Donc jusqu'ici, nous, on s'en est plutôt servi pour aider finalement à réaliser des outils pour que l'utilisateur arrive à faire une analyse de sûreté, une analyse de sécurité, trouver des failles, vérifier des propriétés de sûreté, un certain nombre de choses comme ça. Donc après, il y a un deuxième volet, bon, je pense que c'est celui qui excite le plus de monde actuellement, c'est l'IA. Quand on a beaucoup de données, on est capable de faire de l'apprentissage, on peut construire des réseaux de neurones et donc atteindre des nouvelles fonctions finalement de corrélation ou de détection d'éléments qui vont assister l'humain sur des fonctionnalités qu'on ne saurait pas forcément faire par des techniques classiques. Donc là, je vais encore distinguer deux choses. C'est soit on utilise ces technos pour aider et améliorer finalement les outils. Donc on est en assistance à ceux qui vont s'assurer que la cybersécurité est de grande qualité dans le système ou que la sûreté est bien assurée. Ou construire des éléments qui seront plus embarqués dans le système. Des moniteurs, des briques qui vont surveiller et détecter une attaque, par exemple, ou une déviance par rapport à un comportement de sûreté. Mais on est dans des outils plus efficaces, plus efficients, donc finalement une cybersécurité ou une sûreté plus facile à atteindre avec l'IA, si je vous comprends bien. Alors, sur le volet, effectivement, aide aux analystes ou aux concepteurs, c'est bien l'IA pour atteindre des niveaux de sûreté et de sécurité plus rapidement, plus facilement, à moindre coût, ou avec des niveaux encore supérieurs pour couvrir encore plus de choses que ce qu'on couvre d'habitude. Loïc Quanta, le machine learning, c'est pareil, voilà. Donc en fait, on change on va dire système. C'était l'humain seul qui concevait des choses et des algorithmes notamment, et d'un coup, c'est les machines qui prennent un peu le relais. Alors, plus que les machines, c'est les données. Les données. Quand on fait du machine learning, ce qui conçoit l'algorithme, c'est les données qu'on injecte dans les systèmes d'apprentissage qui vont définir comment se comportera le système. Donc, ça implique, qui dit données, dit maîtriser quelles données on injecte dans le système, quelles sont leurs représentativités, quels sont leurs biais. Est-ce que les données que j'utilise pour tester ou concevoir mon système seront représentatives de celles utilisées dans le monde réel? Ça fait partie des problèmes, et on est plus dans une autre brique technologique qu'on rajoute, l'IA symbolique, l'IA machine learning, c'est des nouvelles briques technologiques qui viennent dans le panel de l'ingénieur pour concevoir son système, qui oblige à pencher un petit peu différemment la conception et en rajoutant le côté données. Et ce qui compte donc, c'est la pertinence de ces données. La pertinence, la qualité et surtout leur mise à jour dans le temps, parce que des données à un instant T qui correspondaient, je sais pas, à une base de virus, une base d'attache, une base de trame réseau que j'ai acquis il y a 10 ans pour concevoir et évaluer mes algorithmes, aujourd'hui elles n'ont plus forcément de valeur.
Donc c'est aussi d'avoir tout un système intégré pour la mise à jour de ces modèles, que ces modèles se mettent à jour de manière régulière pour être capable de les redéployer. Donc ça apporte de nouveaux outils, mais une nouvelle manière de concevoir ou d'adapter. Ça peut parfois accélérer le déploiement de solutions, puisque le machine learning va à ce moment-là juste créer des règles qu'un humain aurait pu faire à la main en analysant les données, donc le rendre peut-être moins expert, enfin supprimer une partie de l'expertise nécessaire, assez fastidieuse, donc rendre plus rapide et plus facile à déployer des systèmes à base de machine learning, mais avec d'autres dangers et d'autres difficultés. Mais vous dites du coup que les processus de certification, ils partagent des éléments communs, mais ça implique des enjeux parfois un peu contradictoires. Alors ça, c'est la dualité sécurité et safety. C'est-à-dire que les gens de la safety ne veulent jamais changer leurs algorithmes, ils considèrent ils ont été certifiés il y a 20 ans, ils ne doivent pas bouger. Que ça ne bouge plus, voilà. Et malgré le fait qu'ils partagent tous les mêmes outils, les mêmes briques technologiques que les gens de la cybersécurité pour l'analyse de leur logiciel, eux veulent mettre à jour dès qu'il y a une détection de faille. Donc là, ce matin, ça a pas mal été répondu. C'est-à-dire qu'il faut bien ségréguer les problèmes, avoir une architecture qui ne réponde pas aux deux problèmes simultanément. Et c'était plus un clin d'œil sur... Je reprends une de vos phrases dans les échanges qu'on a eu il y a quelques jours. Le machine learning aujourd'hui, c'est un peu comme le logiciel vis-à-vis de l'électronique dans les années 80. Tout le monde a embauché des développeurs logiciels. Ensuite, on a appris à spécifier nos besoins logiciels. Alors ça, c'est pas de moi. En fait, c'est après une longue discussion avec un directeur R&D d'un grand manufacturier français. On discutait sur comment impliquer l'IA, comment mettre l'IA dans son processus industriel. Et c'est la réflexion qui s'est faite à la fin. C'est une personne qui avait déployé l'informatique dans les entreprises dans les années 80 et qui s'est dit à la fin, mais en fait, à l'époque, on voulait tous embaucher des développeurs informatiques. On ne comprenait pas à quoi servait le logiciel. Et quelques années plus tard, on s'est compris qu'il fallait qu'on embauche des gens capables de concevoir et spécifier les besoins vis-à-vis de l'informatique et non pas faire comme l'électronique. L'informatique a des contraintes propres. Et donc, je pense que pour l'IA et le machine learning, on est un peu dans ce même schéma. Il faut qu'on apprenne à bien définir l'interface entre ce monde de la data, de l'IA, du machine learning et les autres interfaces qui sont le logiciel, l'électronique, redéfinir ses forces, apprendre à penser des systèmes d'IA, définir le problème, trouver les données à utiliser. Je ne sais pas qui veut répondre à ça, c'est votre réponse. Quand les industriels disent comment mettre de l'IA dans les process, quelle est la réponse qu'on leur fait? Qui veut prendre la parole sur ce thème-là? Voilà. Allez-y, Mohamed Kanish. Alors, sur cette question, moi, je représente Anity, donc justement, dans le contexte de cet institut, je ne sais pas si les gens sont familiers avec ce nouveau dispositif. Il y en a 4 instituts qui sont mis en France. Il y en a un à Toulouse, il y en a un à Paris-Prairie, il y en a un à Grenoble et un à Nice. C'est des nouveaux instituts qui ont pour objectif, effectivement, d'apporter des avancées au point de vue de la connaissance, au niveau de l'intelligence artificielle, mais en combinant à la fois les aspects recherche, formation et développement économique. Et ça, c'est important parce que je vais revenir là-dessus. Alors, je parle d'Anity parce que la spécificité, puisque c'est aussi très lié à la thématique d'aujourd'hui, parce que nous, on s'intéresse vraiment à des systèmes, des applications qui sont critiques. Donc forcément, où les propriétés de safety et sécurité sont très importantes et on a besoin d'apporter les preuves ou des garanties pour les satisfaire. Alors, la question a été posée par rapport en fait à l'imbrication entre, on va dire, la recherche et l'industrie. Absolument. Et comment ça travaille ensemble. Quand les industriels se posent cette question, comment est-ce que je mets de l'IA? Quelles sont les garanties que je dois prendre en termes de sûreté, de sécurité? Qu'est-ce que vous leur répondez? C'est une question que je vous pose. Alors, le point de départ, justement, pour Anity, c'est que c'est un projet qui a été monté dans une logique de co-construction entre les industriels et les académiques, dès le départ. C'est-à-dire qu'on a embarqué ensemble des industriels qui se posent énormément de problèmes au point de vue IA. C'est dans quel secteur Dans le secteur des transports, de la mobilité. Donc il y a des grands acteurs tels qu'Airbus, Thales, Continental, Renault et plein d'autres acteurs. C'est un des domaines d'application et il y a aussi d'autres domaines. Ce qu'on espère, c'est que ces résultats qu'on va obtenir servent aussi à des domaines tels que dans le médical, parce qu'on se pose énormément les mêmes problématiques en fait en termes de besoin de justification, besoin d'explication, et donc comment on fait en fait pour avoir cette confiance-là. L'intérêt en fait de travailler dans cette logique
de construction conjointe, en fait, avec les industriels, c'est que on a besoin de se nourrir un peu des cas d'études ou des problèmes qui se posent dans différents domaines d'application transverses, hein, c'est-à-dire que les mêmes problèmes en fait se posent aussi bien dans le domaine de l'automobile que dans l'avionique ou autre, ou le médical. Et c'est ça qui permet un peu de, après, en interaction et dans une logique même de colocalisation des équipes, c'est comme si on travaillait dans un esprit laboratoire commun, effectivement, on apportera un peu les solutions. Je peux revenir là-dessus après. Et sur les orientations. Quelles pistes quelles sont les réponses que vous leur apportez? Parce que je pense qu'ils ont des questions très, on va dire, précises, concrètes pour le développement de leur industrie, du process industriel. Qu'est-ce que vous leur dites? Vous leur dites, vous n'y allez pas, ou vous y allez, et à quelles conditions? Non, je pense qu'aussi bien les industriels que les académiques sont conscients du fait qu'on ne maîtrise pas suffisamment en fait les algorithmes d'IA, ce qu'ils sont capables de faire et ce qu'on est capable de justifier, premièrement. À Toulouse, en fait, on est en train de développer une approche qu'on appelle IA hybride, dans laquelle on est convaincu de la nécessité et même de l'avantage d'utiliser à la fois, de façon conjointe et complémentaire, les modèles de machine learning qui sont très orientés données, et les méthodes symboliques qui, elles sont adaptées pour pouvoir exprimer des contraintes, pour prouver des propriétés. Et on le voit dans les deux sens, c'est-à-dire les deux types de méthodes se nourrissent. Et c'est ça la solution qu'on est en train de regarder ensemble, en fait, et on essaie de la décliner sur différentes problématiques concrètes posées par les partenaires industriels. Je donne la parole à Hervé Leduc, vous représentez donc Altran France, vous êtes directeur technique. Tout ce qu'on vient de dire, qu'est-ce que ça vous inspire? On est sur des bonnes pratiques en cours, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, en tant que société de service, et on parle de décloisonnement depuis ce matin entre sécurité et safety. Ou de convergence. De convergence, même. Pas forcément de décloisonnement, voilà, c'est convergence. En fait, ce que m'inspire cette discussion, c'est de se dire que probablement il y a des bonnes pratiques desquelles s'inspirer entre les domaines des systèmes d'information industriels, l'embarqué et l'IT, parce qu'ils ont des niveaux de maturité et des niveaux d'utilisation de l'IA très différents. Alors différents par construction parce que la criticité n'est pas la même, parce que le risque de défaillance n'est pas le même, etc. Et donc cette, comment dirais-je, comparaison entre les différents secteurs d'utilisation d'IA, je pense pourrait être tout à fait valable sur la maturation, notamment, vous parliez, Monsieur Cantat, de la prédétermination des datasets pour pouvoir être déterministes dans les résultats des IA. On sait bien que c'est aujourd'hui techniquement inaccessible, mais dans certains domaines non vitaux, par exemple, on vit avec, on essaye de donner des indices de confiance et on vit avec ces indices de confiance moyennant souvent une reprise en main par l'utilisateur humain ou une communauté d'utilisateurs humains, etc. Et donc ces façons d'adresser le problème, je pense, peuvent profiter à des acteurs industriels, à des acteurs de l'embarqué, etc., etc. Donc je pense que c'est une espèce de cross-fertilisation, pour utiliser des mots, je ne sais pas, un peu trop anglais, peu importe. Je pense que voilà, c'est ça que ça m'inspire. Alors, le deuxième réflexe, c'est de se dire, bah oui, mais si on s'inspire de ce qu'on fait dans des domaines non vitaux, avec de la reprise en main par un acteur humain, ça soulève la question de la vigilance. Par exemple, nous, chez Altran, on travaille beaucoup sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans le domaine médical, notamment dans l'analyse d'images. Et on se dit, voilà, ça marche dans un nombre de cas vachement important, c'est super. Bon, mais par contre, dans le petit nombre de cas où ça marche pas bien, bah, y a un médecin spécialiste d'imagerie qui va reprendre l'analyse, etc. La question fondamentale, et c'est plus une question finalement, non pas technologique, mais de sciences cognitives ou de sciences humaines, tout simplement plus largement, de dire, va-t-il être capable de reprendre la main? C'est-à-dire, est-ce qu'il va être suffisamment vigilant pour voir que là,
le système n'est pas performant et va-t-il être encore suffisamment entraîné pour combler le petit bout de pourcent où l'intelligence artificielle n'aura pas fait son travail. Donc voilà, donc le croisement des domaines, moi j'y crois beaucoup. Après, cette histoire à l'état de l'art, on peut utiliser en prenant des modèles sur des domaines non vitaux où on fait intervenir l'humain en bout de chaîne, mais avec les limites telles que je viens de donner cet exemple. Vous dites quand même qu'il faut que l'on combine les approches safety, les approches security, mais on paye les frais, si je reprends vos mots, des organisations et du management qui ont longtemps considéré que c'était des métiers, des visions complètement différentes. Ah oui, alors c'est du vécu parce que au sein même de l'entreprise dans laquelle je travaille, Altran pour ne pas la citer, Altran Technologies, ce sont des questions typiquement qu'on considère comme des spécialités différentes. Alors ça c'est un fait, mais qui travaillent de façon très isolée les unes des autres. Et pourtant on est chez nous, on pourrait dire les organisations on les fait comme on les décide. Et c'est pas si simple culturellement parlant. Il y a des silos, comme dans plein d'autres. Il y a des silos. Alors, c'est une petite bataille au quotidien de désiloter ces spécialités-là pour qu'elles travaillent ensemble et qu'elles abordent. Parce que finalement, le sujet de l'étude, c'est la minimisation des préjudices sur un système, des préjudices humains, etc., économiques. C'est la même finalité et c'est deux prismes différents, mais il faut les combiner pour atteindre ce but commun, quoi. François Terrier, je reviens donc à vous. Je le disais, vous êtes responsable du programme IA de confiance. C'est le mot-clé, confiance. Voilà, il faut intégrer cette préoccupation de confiance comme verrou majeur en fait à faire sauter. C'est ce que vous appliquez à faire. Oui, alors bon, ça c'est un petit peu génétique au sein du CEA. Hein. Mais la notion plus de la sûreté, de la sécurité, ça fait des dizaines d'années que c'est au cœur des activités du CEA. Et donc c'est clair que quand l'IA est apparue comme une technologie et des solutions ouvrant finalement la richesse fonctionnelle qu'on pouvait mettre dans les systèmes, c'est tout de suite poser la question, mais comment s'assurer finalement réassurer la confiance dans ces systèmes-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on prend au niveau global du CEA avec un programme très, très ambitieux qui a été lancé. En fait, on l'aborde un petit peu sur toutes les facettes en parallèle. Donc, il y a toute une facette process avec notamment la réflexion sur comment faire une certification dite opérationnelle, c'est-à-dire on va plutôt certifier un système pour un contexte d'usage particulier. À la limite, pour chaque mission, on remettra en place les éléments de certification et pas essayer d'avoir une certification absolue trop générique parce qu'on sent que ça risque de nous demander d'explorer un domaine beaucoup trop grand. Et donc, sur une mission donnée, il est possible que finalement, on arrive à dire que le module d'IA, il est cadré dans tel contexte, on est capable de surveiller, d'identifier des dérives et d'aller. Donc, toute une réflexion sur, en fait, plus cet aspect process et quelles sont les méthodes d'analyse et de garantie. Ensuite, un certain nombre de travaux sur comment intégrer les technos d'IA symboliques qui, quelque part, peuvent aussi être embarqués. On peut vouloir faire de la résolution de contraintes embarquées, on peut vouloir faire des systèmes experts embarqués. Simplement, les technologies qui les mettent en œuvre, usuellement, sont des technologies qui ne sont pas faites pour être embarquées. Elles explosent, elles sont complexes, on ne saura pas faire de preuves, etc. Donc c'est pareil, reconsidérer un petit peu cette approche technologique pour qu'elle devienne embarquable. Et puis bien sûr, sur tout le volet, embarquer des réseaux de neurones dans des fonctions qui pourraient être critiques. Donc il y a un certain nombre de travaux, notamment des choses qu'on est... Alors avec, je vais dire, deux axes. Un axe qui est comprendre ce qui se passe, pour savoir expliquer, bien sûr. Mais aussi un petit peu plus loin pour savoir extraire du jeu de données des sortes de vecteurs condensés qui représenteraient les données essentielles, des données clés de l'ensemble de la base d'apprentissage et à partir desquelles soit on est capable de mieux couvrir le domaine des exemples en généralisant et en échantillonnant plus large. Donc là, du coup, on aurait une capacité de tester le système sur un jeu de données beaucoup plus large que celui qui est à disposition et atteindre des niveaux de test raisonnables. Et puis, donc, le dernier aspect sur les réseaux de neurones, c'est comment les méthodes formelles sur lesquelles on est très à l'aise pourraient s'appliquer sur ces objets, en sachant qu'une des difficultés, c'est qu'on n'a pas l'aspect formel.
C'est-à-dire qu'on ne sait pas, enfin si, on sait il doit reconnaître un visage, mais maintenant ça en formule de maths, je ne sais pas l'exprimer. Et donc c'est reprendre ça, essayer de voir comment arriver à remettre du formalisme là-dedans. Il y a tout un volet sur les réseaux de neurones pour faire du contrôle et du pilotage embarqué, où on a souvent un modèle de simulation associé à ce système, qui est trop lourd, qui n'est pas embarquable, mais qui peut donner la référence. Et là, c'est des approches qu'on développe pour être capable de prouver que le comportement du réseau de neurones est bien conforme à ce modèle de simulation. Loïc Ce qui n'est Cantat. pas total, mais c'est déjà un élément. Vous vouliez, je crois parler on parlait de réseau de neurones. Vous vouliez qu'on parle de cet exemple des réseaux de neurones génératifs pour rendre plus robustes les outils de défense. Oui, bah, c'est un cas d'usage. Moi, il y a deux mots que je retiens, c'est confiance et hybridation. C'est-à-dire que c'est pas ni l'IA symbolique, ni l'IA numérique, ni les méthodes traditionnelles. C'est vraiment l'hybridation de ces méthodes-là. Et dans les cas d'usage qui existent aujourd'hui, un contexte, parce qu'on est aussi dans la collaboration, on fait travailler des gens du ferroviaire, des gens de l'automobile, des gens de l'aéronautique sur les futures architectures électroniques. Comment on les rend résilients à la cybersécurité, parce que chaque métier a ses contraintes, chaque métier a ses historiques, chaque métier a ses pratiques, et un plateau commun pour essayer de définir de nouvelles architectures. Il y a des réseaux de neurones dits génératifs qui permettent de générer des exemples, donc de jouer le rôle de l'attaquant, plutôt que d'essayer de demander à un ingénieur d'imaginer quels sont l'enchaînement des trames Ethernet ou des trames réseau ou de différentes valeurs qui arrivent à faire casser mon système. On va essayer de demander à un réseau de le trouver, un peu à la manière dont Google a entraîné ces différentes IA pour jouer au Go. Au début, ils ont entraîné contre des joueurs, puis après, ils ont entraîné des IA contre des IA. Et ben, il y a les IA qui veulent faire de l'IDS pour aider à détecter les anomalies, mais on peut aussi essayer de mettre des IA qui vont essayer de trouver des failles. Donc, pas dans le côté protection, mais dans le côté recherche de failles. Ça fait partie des pistes. Les cas d'usage aussi, vous me citiez les IDS, les systèmes de détection d'intrusion également. Oui, historiquement, il y avait beaucoup de choses à base de règles, où on vérifiait tout un ensemble de règles pour la validité des messages qui transitaient, mais qui nécessitaient que à chaque fois qu'on changeait la pile de messagerie, chaque fois qu'on changeait le fonctionnel, les règles devaient être mises à jour. Donc, d'où les cohabitations, safety, security, logiciel, et un cycle long de mise au point. Et là, on travaille sur des IDS complémentaires, pas forcément en remplacement, mais où, une fois qu'un nouveau logiciel est au point, on va apprendre tous les cheminements de messages qui sont nominalement acceptables dans la machine, comme devant être acceptés, et tout ce qui ne répondra pas ou qui se déviera de cet élément-là sera détecté comme un message malveillant. Donc on évite une partie du travail de redéfinition, un peu du double travail de l'ingénieur dans ces éléments-là. Je vous ai interrogé donc chacun de vous sur des cas d'usage ou des cas concrets. Hervé Leduc, vous souhaitiez parler de Combat Management System. Là, on est dans le domaine du monde naval armé. Oui, parce que j'ai une petite expérience personnelle dans cet univers-là. Et pour dire, et c'est un peu mon leitmotiv de dire, je fais des parallèles entre différents univers. L'introduction de l'IA à des fins de cyber et de safety appliquée au système de combat me fait penser à une évolution de ce domaine. En deux mots, dans le monde du digital, aujourd'hui, on commence à avoir des mécanismes qui s'appellent, je crois, User Behavior Analytics. C'est-à-dire, je ne sais pas si ça parle à on analyse le comportement. On analyse le comportement d'un utilisateur, la façon dont il tape son mot de passe, la façon dont il utilise sa souris, etc., pour s'assurer que c'est bien la personne qui s'est signée qui utilise une IHM X ou Y. Ça peut être un PC, ça peut être une tablette ou autre. Et le parallèle, cette façon de procéder là, qui n'est pas encore, je crois, en tout cas, intégrée dans le monde de l'embarqué, en tout cas, pas de façon industrielle, me fait penser à mon passé dans les systèmes de combat où, il y a 25 ans, à bord d'un navire de guerre, la sécurité et la safety dans les PC de contrôle, c'était assez simple. Là, il y avait des hommes en armes à l'entrée des postes, et puis si ce n'était pas la bonne personne qui s'asseyait au poste
siège de travail, il se faisait sortir en manu militari. C'était assez siège simple. éjectable. Siège voilà. éjectable. Mais vous voyez, cette cross-fertilisation dont je parlais tout à l'heure, c'est que les gros industriels du monde naval de défense sont en train d'imaginer des choses, de transposer ces techniques de User Behavior Analytics pour, dans ces PC opérations, s'assurer que l'utilisateur, même si c'est bien signé avec le bon nom, le bon mot de passe, ce soit bien lui. Alors, ça pose tout un tas de questions sur... moi, par exemple, le matin, je ne suis pas bien réveillé, donc je tape mon mot de passe en 4 fois, parce que maintenant, c'est des mots de passe à 28, je ne sais pas quoi, caractères. Le gars qui n'est pas réveillé, il ne faut pas qu'il se fasse tout de suite passer au siège éjectable. Enfin bon, voilà, je voulais à titre anecdotique, vous parler de ça en 2 mots. Mohamed Kaniche, je reviens donc à vous, aux solutions qu'on peut mettre en place pour encore plus de sécurité, de sûreté. Vous, à l'ANITI de Toulouse, vous préconisez quoi? Donc c'est à terme des algorithmes plus robustes et plus résilients aux différentes attaques. C'est quoi vos pistes de réflexion et ce sur quoi vous travaillez? Alors les solutions sur lesquelles on travaille sont vraiment transverses, même à la propriété auquel on s'intéresse, que ce soit de la sécurité ou de la sûreté. Les exemples qui étaient mentionnés tout à l'heure, par exemple les techniques de détection d'intrusion, réaction, c'est exactement, on fait la même chose par rapport à la détection d'anomalies, indépendamment du fait que ce soit des causes accidentelles ou intentionnelles. Les modèles adversariaux aussi qui permettent de perturber un peu certains modèles pour comprendre un peu dans quelle mesure, quel impact ça peut avoir ou faire des études de sensibilité. On se pose exactement la même chose par rapport aussi à des problématiques vis-à-vis des erreurs accidentelles. C'est juste pour conforter un peu l'idée que cette convergence, elle est vraiment... ne pas chercher vraiment à essayer de distinguer les deux propriétés. ANITI, en fait, on revient un peu sur les fondements théoriques pour essayer de comprendre quelles sont les conditions qui font qu'un algorithme particulier, il va converger, et dans quel cas il va vraiment converger avec quelle capacité ou quelle qualité de fiabilité ou de robustesse. On a besoin de comprendre ça, et je pense qu'il y en a beaucoup. Enfin, on n'est pas tous conscients du fait qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, à comprendre au niveau de ces algorithmes-là, avant d'être en capacité vraiment d'apporter des preuves ou même des garanties quantitatives par rapport à la capacité d'un système qui intègre de l'IA à ne pas défaillir avec une telle probabilité. Donc on a beaucoup de chercheurs en fait qui travaillent, qui sont issus de domaines de l'optimisation et qui ont la capacité justement de fournir peut-être des gens qui travaillent sur les aspects certificats en disant, certificat au sens vraiment automaticien, disant donner une borne qui permet de dire que tel algorithme, dans tel contexte, est capable de converger avec tel intervalle de confiance, ce genre de choses. Mais c'est le genre de choses qu'on regarde. Il y a aussi l'aspect enrichissement mutuel entre les méthodes formelles, les méthodes d'optimisation de contraintes et pour prouver des propriétés de robustesse. Ça, c'est aussi d'autres sujets sur lesquels on penche aussi. François Terrier, vous, les sujets sur lesquels vous planchez également et sur lesquels vous allez encore plancher pour toujours améliorer cette convergence dont on parle depuis ce matin. Je me demandais si vous alliez dire encore plancher pour toujours. Pour toujours. Au sens ad vitam aeternam. Bon, c'est quand même des sujets long terme. Hein. C'est clair qu'il faut qu'on travaille pour avoir des solutions pragmatiques rapidement, mais le sujet est difficile, il est long terme, donc on essaye de se mettre dans des visions un peu à long terme. Alors, il y a un certain nombre de sujets, là, c'était évoqué, en termes d'application de l'IA pour la sécurité. Il y a quand même tout un gros volet qui est développé au CEA List sur la vision pour la sécurité. Bon, il y a un laboratoire commun avec Thales qui est particulièrement performant sur ce sujet depuis des années et donc qui utilise des technologies d'IA clairement pour des applications de sécurité. Il y a également des aspects sur la sûreté, en particulier pour le véhicule autonome. On a entendu parler d'Arcure tout à l'heure. Ouais. Bon, ils utilisent des algorithmes à base d'IA. La fameuse caméra, voilà, en collaboration avec le CEA List. Donc, c'est vraiment des domaines sur lesquels on se développe depuis des années et où on va continuer.
Après, sur les choses un petit peu plus en rupture, donc sur un volet, finalement, les technologies et les outils qui vont assurer la confiance de ces systèmes, indépendamment du rôle de l'application en elle-même. Donc, il y a déjà un premier axe où on utilise finalement des techniques d'IA et d'apprentissage pour explorer des binaires et aller aider à détecter la présence de malware. Donc c'est des choses qu'on fait par des techniques formelles. Bon, c'est un peu lourd, c'est un peu dur, c'est pas forcément trivial. L'humain est dans la boucle, donc on lui donne des pistes, on lui dit là, on pense qu'il y a un risque. Et là, le module d'IA et les composants qu'on est en train de développer doit aider à réduire finalement les fausses alarmes, les fausses erreurs, et à mieux cibler le fait s'il y a un risque ou pas. Sachant que l'humain est dans la boucle, toujours. On est dans le domaine de la cybersécurité, donc on sait qu'on ne cherche pas forcément le zéro défaut, absolument, parce qu'on n'a pas les moyens, le temps, l'argent pour le faire. Mais donc ça, c'est vraiment une piste qu'on a développée. Il y a aussi tout un volet pour mettre des moniteurs embarqués qui vont surveiller un certain nombre de choses, soit en cybersécurité, soit en sûreté. Bon, pour le moment, ce qui va porter, c'est la cyber qui est très demandeuse et où on sent qu'il y a une pression très forte et où on couple finalement des analyses formelles sur les codes qui sont embarqués, qui nous permettent d'avoir un certain nombre de propriétés à surveiller. On n'a pas forcément fait toutes les preuves. Et donc là, le composant va être là et va, à partir d'un ensemble de données qu'on lui aura fournies, essayer de compléter les éléments de preuve qu'on n'a pas effectués. C'est deux exemples. J'aimerais qu'on revienne, Loïc Quentin, sur les pitchs de la fin de matinée. Que vous inspirent les projets que vous avez vus, si vous les avez tous vus. Souvent, on a de bonnes idées. Souvent, il y a un business model, il y a un marché derrière, etc. Entre les deux, en tout cas pour ceux qui ont de l'IA dans les outils qu'ils développent, les produits, est-ce qu'ils prennent assez en compte, selon vous, tous ces aspects, ou est-ce que c'est pas un peu négligé parfois au profit du seul développement business? Ça serait sur un pitch de 2 minutes, c'est difficile d'avoir, mais clairement, je pense qu'ils ont tous des produits, enfin de ce que j'ai vu, des produits avec une forte valeur technique à ajouter à l'intérieur. L'IA, c'est vraiment quelque chose de transverse, c'est-à-dire que les mêmes algorithmes qui vont s'appliquer à plein de choses, c'est ce qu'était le logiciel il y a 20 ans. C'est une autre manière de concevoir des fonctions. Donc, on parlait tout à l'heure du logiciel de détection sur les caméras pour les nacelles. C'est évident qu'il y a de l'IA embarquée. C'était peut-être pas comme ça quand ils ont commencé. Ils l'ont peut-être pas décrit comme ça quand ils ont commencé, mais c'est les algorithmes qui sont intégrés. Donc non, mais le business model est important et effectivement, la présence de données peut changer la manière de structurer l'écosystème. C'est-à-dire qu'effectivement, pour être capable de bien développer un système à base d'IA numérique, en tout cas, il faut disposer des données pour le concevoir. Et donc, ça peut changer les positions de leadership des personnes ou des entreprises à même de développer les bonnes solutions. Et les entrepreneurs ont ces notions bien en tête, ou est-ce que parfois, voilà, parce qu'il y a, et même quand on est dans des domaines des objets connectés, du système de l'embarqué, il y a quand même parfois des notions de business qui prennent un peu le pas sur des notions, on va dire, basiques ou de technologie, ou de safety, ou de sécurité. C'est un équilibre, j'ai envie de dire. Je pense qu'effectivement, si on vend un objet connecté de la société, de la vie courante, de la cybersécurité est peut-être moins importante que pour un avion ou un train. Mais je pense que les acteurs, me semblent assez... Après, je ne suis pas un expert dans la matière. Donc. Réponse de François Terrier, oui. Non, juste un complément. Je pense que dès qu'on touche à des systèmes qui ont des enjeux forts en termes de sûreté ou de cybersécurité, on touche aux réglementations, on touche aux normes, on touche aux standards. Il y en a quand même un certain nombre. C'est clair que les standards et les normes de l'avionique de certification ne nous permettront pas de mettre un module d'IA qu'on n'a pas su qualifier totalement à la date d'aujourd'hui dans une fonction critique de pilotage. Par contre, on a très envie de pouvoir quand même utiliser cette facilité à bon escient. Et donc, sont lancées actuellement un certain nombre de réflexions pour faire évoluer les normes. Et ça, c'est une action également importante autour de l'IA de confiance, où la sûreté des IA, donc il y a un certain nombre de normes, notamment ISO, de groupes de travail. L'AFNOR est très actif sur ce sujet. Et la clé, elle va être là. C'est-à-dire que l'entrepreneur ne pourra pas faire abstraction des normes qui sortiront.
Et ces normes, Loïc, elles évoluent assez rapidement, elles évoluent au même rythme que les chercheurs aussi font leur propre évolution. Alors, je pense qu'on n'y attache pas assez d'importance en France à l'aspect normalisation. Enfin, j'étais aux journées data organisées par Systématique la semaine dernière, où un général de l'armée de terre qui s'occupe auprès de l'AFNOR du groupe de normalisation de l'IA, on le voit comme une contrainte, alors qu'en fait, ça doit être un outil de protection. C'est-à-dire que c'est le minimum de règles communes qui nous permettent d'avoir un corpus qui fait qu'on a fait ce qui nous semble être nécessaire pour garantir le bon fonctionnement de nos systèmes. C'est une partie des éléments qui fait qu'on pourra aussi intégrer des éléments probabilistes dans nos performances et non pas juste du déterminisme. Mais la norme, ça sera le contrat commun qu'on acceptera sociétalement pour nos systèmes intégrants de l'IA. Après, est-ce que ça va assez vite ou pas assez vite? Beaucoup d'acteurs sont très bien organisés dessus. Beaucoup d'États. La Chine est un acteur majeur. C'est eux qui ont hébergé la première réunion du nouveau Joint Group à l'IEC sur la normalisation. Les États-Unis aussi. L'Allemagne était assez présente et la France est un petit peu en retard. Ça a été déjà dit ce matin sur l'aspect normalisation. En tout cas, il y a encore d'une importance plus faible que peut-être ces pays voisins. Avant de passer à quelques questions ou quelques commentaires salles, un petit tour de chacun d'entre vous sur la question de cette table ronde. Donc voilà, donc enjeu ou opportunité. Je vais vous interroger tous les quatre. Qui veut commencer? Hervé, sur est-ce que vous répondez à cette question ou est-ce que vous faites une réponse de Normand que vous n'êtes peut-être pas d'ailleurs? Je ne sais pas. J'ai beaucoup d'attaches en Normandie et voilà, ça me fait plaisir. Non, clairement, moi, je vois ça comme une opportunité forte, avec par contre c'est risque et opportunité. J'ai dit enjeu, risque et opportunité. Oui, opportunité forte de mon point de vue, évidemment, avec derrière des questions auxquelles répondre, mais qui sont peut-être autant humaines sur l'usage qu'on en fait que finalement technique ou technologique. De mon point de vue, à chaque fois, on dit, monsieur, vous disiez à l'instant, oui, on va aller sur des fonctions non critiques où il y a l'homme derrière, quoi qu'il en soit, etc. Enfin, moi, je m'interroge beaucoup sur ces rapports entre l'usager, enfin les usagers au sens large, et ce qu'on va demander aux intelligences artificielles, notamment en matière de sécurité et de sûreté. Et ça vous inquiète aussi tout ce qui est la protection des données? On a beaucoup parlé de données, cet usage qui peut être fait, c'est des choses qui vous inquiètent? Est-ce que vous distinguez vos fonctions du citoyen, pour le coup? Non, dans nos métiers, dans l'exercice de nos métiers, on a ces questionnements autour des données et de la prédictibilité qu'on va pouvoir mettre en place selon la construction des datasets. Mais aujourd'hui, l'état de l'art, je ne crois pas qu'on ait de réponse précise là-dessus, et je pense qu'on va passer du temps encore à travailler. C'est work in progress, quoi. Voilà, mais aucun problème n'est pas solvable, résolvable, je ne sais pas. On ne peut pas le résoudre. On ne peut pas le résoudre. Voilà, merci, pardonnez-moi. Voilà, donc je sais que ça avance néanmoins régulièrement. Donc non, moi ça me semble pas plus inquiétant que ça. Après, j'ai une espèce de conviction basée sur une intuition que plus on sera performant sur la définition des datasets, mais on aura besoin de grandes quantités de données, et plus ça sera sain, à la fois d'un point de vue, partage de ces données, et aussi, moyen à mettre en œuvre pour les traiter. C'est une intuition, rien ne le prouve ou pas, mais je pense qu'on va aller quand même vers plutôt un rétrécissement qu'un élargissement, parce qu'on sera de plus en plus déterministe, je le souhaite. Même question, donc je reprends l'intitulé, l'IA au service de la sûreté et cybersécurité, plutôt risque ou plutôt opportunité, Loïc Quentin? Alors, il y a clairement des opportunités pour améliorer, rendre plus rapide, rendre plus efficace, mais avec d'autres points de vigilance. Je rejoins, il y a plein d'améliorations à venir et à faire encore. On est au début de plein de travaux sur la robustesse, sur le small data, c'est-à-dire être capable d'utiliser moins de données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir 10 millions d'images pour apprendre à détecter un chat d'un chien, un enfant, on le fait beaucoup plus vite. Il n'y a pas besoin de voir 10 000 chiens et 10 000 chats.
Donc, enfin, il y a encore beaucoup de questions théoriques à résoudre pour améliorer les algorithmes, mais il faut aussi habituer l'homme à interagir, parce que l'automatisme, on le voit dans les avions, dans les voitures, en automatisant les choses, on rend moins vigilant l'utilisateur. Donc, l'interaction, le transfert de responsabilité entre la machine intégrant de l'IA et l'utilisateur est un élément aussi important. Donc, une nouvelle brique technologique à intégrer, à utiliser les forces et puis à faire attention à ne pas l'utiliser comme les autres et donc à prendre en compte ses spécificités. Donc plutôt des opportunités, mais soyons vigilants. Même discours de votre part? Oui, tout à fait. En fait, je pense que l'IA, il y a pas mal de domaines où il y a eu déjà pas mal de démonstrations de l'utilité de ces techniques-là. On ne va pas parler aussi du processus lui-même, hein, dans les procédures de test et tout ça, ça peut apporter énormément aussi. Il faut être conscient des limites, et ça c'est important pour justement aller au-delà et pouvoir intégrer ces techniques-là dans des systèmes en interaction avec l'homme, avec des risques de défaillance qui peuvent engendrer des conséquences catastrophiques sur l'environnement. Et aussi, je pense que ce qui est important aussi, il ne faut pas regarder l'IA uniquement par rapport à ce que les algos sont capables de faire. En fait, c'est vraiment une conception système où les solutions vont être à travers des méthodes architecturales, en termes par exemple de redondance ou autre. Un exemple dont on n'a pas parlé, c'est vrai que par rapport à la sécurité, il y a l'attaquant qui est dans la boucle. Et ce qui est le plus grave, enfin le plus compliqué aussi, c'est que l'attaquant, c'est les attaques qu'on ne connaît pas qui sont les plus difficiles effectivement à appréhender. Et je pense que des solutions consistent à rendre sa tâche beaucoup plus difficile pour qu'il vraiment réussisse à mettre en défaut un système. C'est l'enjeu le plus important auquel il faut arriver à répondre. Et le mot de la fin, donc avant de passer à quelques questions, François Terrier, sur cette réponse à cette question de la table ronde, plutôt risque ou plutôt opportunité? Donc il y a 2 ans, peut-être même il y a 1 an, j'aurais dit risque très fort, parce que le sentiment, c'était que la prise de conscience sur l'enjeu de sûreté, de sécurité, et notamment des relations avec l'humain, de ces fonctions d'IA, était peu mis en avant. Je ne vais pas dire pas compris, mais peu mis en avant. Et je pense que là, tout ce qui a été souligné sur le fait que si on rend plus automatique, on déresponsabilise. Si on déresponsabilise, il sera moins mobilisé pour détecter des choses, l'humain, quelle que soit l'application. Et donc, il faut vraiment, quelque part, arriver à qualifier ce nouveau processus avec des IA. Mais clairement, la prise de conscience se met en place. Bon, on a mis en place une série de workshops au CEA avec un ensemble de partenaires. Et au niveau international, il y a un groupe de travail qui s'est monté pour faire un corpus sur l'IA et la sûreté. Et c'est assez surprenant parce qu'en l'espace d'1 an, on a réussi à agréger une 30aine d'acteurs, dont les GAFAM, que je ne voyais pas venir du tout sur ce sujet-là. Je pensais que leur intérêt, c'était plutôt diffusé. Mais par diffusé. opportunisme, ils viennent à ça ou par... Non, parce qu'ils se rendent compte que si la défiance s'installe vis-à-vis des IA, ils perdent leur marché, même dans des applications non sûres. Et bien sûr, ils visent de l'embarquer tous, d'une manière ou d'une autre. Hein. Donc, ils ont un intérêt économique aussi direct. Mais il y a eux, il y a tous les acteurs avioniques, automobiles, etc. Et c'est assez impressionnant de voir qu'en 1 an, autant d'acteurs se sont regroupés sur quelque chose qui est purement informel, au début porté par des académiques. Donc ça rassure sur le fait que cette prise de conscience est en train de se prendre. L'opportunité, ben oui, elle est là, c'est faire des nouvelles fonctions plus rapidement, avoir des outils plus intelligents. Bon, moi, dans mon métier, c'est surtout les outils, et pouvoir rendre les outils accessibles à des gens qui n'ont pas forcément une formation en méthode formelle, c'est un vrai challenge. Et on sent que ça pourrait être atteignable grâce à l'IA si on est capable de bien maîtriser cette relation avec l'humain. Et ce qui veut dire qu'on se retrouve quand et qu'on supprime complètement la partie risque de notre question. La prise de conscience, elle sera à total quand, selon vous? 1 an, 2 ans? On se retrouve aux Assises 2020 et hop, on enlève cette question? Aux Assises 2020, on peut se permettre d'essayer de donner une date. un mot de conclusion, oui, Hervé Leduff. Peut-être un peu sur le ton d'une semi-blague, mais aujourd'hui, opportunité, mais l'IA sera autant au service des attaquants que des défenseurs. C'est un peu le risque. Et ça sera un nouveau risque qui apparaîtra. Donc en fait, on est un peu dans quelque chose de cyclique probablement, et je ne veux pas
faire mon fanat de science-fiction avec Terminator, IA Mais un contre petit peu IA, Cassandre, etc. Mais enfin, Un petit peu Cassandre là sur la fin. Hein. il y en a un peu quand même dedans. Hein. Merci beaucoup. Avant de vous libérer, il y a quelques bras qui se lèvent. Je vous écoute, oui, pour une question. Vous avez le micro devant vous, il suffit de l'activer. Là, juste devant vous sur la table. Donc, ça va être la question de la juriste. Donc, il faudra excuser le manque de technique et surtout la juriste qui travaille sur la faille humaine. Et donc, quand je vous rejoins, quand vous dites que l'automatisation rend moins vigilants les utilisateurs, mais je ne vous rejoins pas quand vous dites que ça les déresponsabilise, parce que sur un plan juridique, ils sont toujours engagés, et notamment le concepteur. Et justement, vous parlez beaucoup de normes, et là, j'attirerai votre attention sur que c'est bien de respecter les normes qualité, mais respecter les normes juridiques, c'est plutôt pas mal. Et qu'en tant que juriste, aujourd'hui, j'ai quand même des personnes à responsabilité qui m'expliquent qu'ils sont ISO 9001, donc ça veut dire que sur le plan RGPD, ils sont nickel. Non. Non, 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 non. Donc, notamment en matière d'IA dans le monde de la santé, quand un médecin ne sait pas expliquer comment l'IA arrive au résultat, il n'est pas libéré de son obligation d'information. Et par conséquent, sa responsabilité juridique médicale, je ne vous raconte pas comment ça se passe en cas de contentieux. Qui veut répondre à cet aspect juridique? Vous Donc, avez un complément. Donc justement, si je termine allez-y. C'est que je mettrai des points de vigilance dans la conception des IA sur la partie juridique et éthique. Et là, les enjeux sont forts parce que les contentieux feront mal. Mohamed Kadish, vous mettriez Oui, ces mêmes points de vigilance, voilà. Oui, assez rapidement, parce que je n'ai pas parcouru les différents sujets qu'on traite, par exemple, dans Anity. Il y a tout un sujet lié à l'acceptabilité sociale et juridique légale, hein, et on a une chaire qui est dédiée à ça, Céline Cassette-Renard, qui est entre le Canada et Toulouse, qui traite de ça et essaie de le regarder sous différents angles. La question de comment présenter une preuve et la justification et l'explication, c'est une dimension du problème. Il y a aussi d'autres dimensions qu'elle regarde vis-à-vis du biais dans les données. Et tout à fait, acceptabilité juridique, éthique aussi, sont au centre du débat qui nous traverse un peu dans ces réflexions. Un tout dernier mot, donc Loïc, une toute dernière réponse rapide. Oui, je partage toutes vos remarques, mais effectivement, les normes aujourd'hui qui prennent en compte les spécificités de l'IA ne sont pas encore présentes et leur transposition juridique pas complètement non plus. Donc effectivement, qui va être responsable? Comment on transfère la responsabilité entre le véhicule, le conducteur? Le juge statuera et il protégera le plus faible. Oui. Et le juge ne comprend pas la tech. Alors, je vois des bras se lever. On est très en retard. François Neumann, je fais partie de l'AFNOR, donc effectivement, l'éthique fait partie des chapitres de la norme, de manière très claire, et soit à l'AFNOR, soit à l'ISO. C'est vraiment un des chapitres essentiels. Et si on veut revenir à la responsabilité, il y a quand même un point. Pour être responsable, il faut avoir le choix. Et d'avoir fait le mauvais choix, et c'est là qu'on est responsable. Si on n'a pas le choix, on n'est pas responsable. Et la machine, en général, n'a pas le choix. Et un mot de conclusion, Éric Blancheni, vous vouliez prendre la parole, Éric? C'est l'humain. L'IA ne pourra pas être responsable. Parce qu'elle n'a pas le choix. Ouais. Un mot, Éric, oui. Je vais apporter un éclairage un peu différent. Dans la bataille de l'IA, ceux qui gagnent, c'est ceux qui ont les données. Aujourd'hui, si on prend les deux gros hyperscalers chinois, les trois gros hyperscalers américains, leur business total, c'est 1500 milliards de dollars. Et je pense que dans la table ronde, il y a un siège vide. C'est où sont les données et avec qui, messieurs de la recherche, vous pouvez travailler pour accéder à ces pools de données. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de données open source. Mais je pense que si on n'arrive pas à avoir une réflexion sur comment est-ce qu'on peut agréger des données au niveau européen pour faire en sorte que tous ces systèmes à base d'IA, qu'on sait assez facilement alimenter avec un peu de données pour avoir des premiers résultats, mais si on commence à avoir des choses robustes, déterministes, embarquables et certifiables, et les normes ne bougeront pas, François. Donc ça, faut pas imaginer que les normes de safety changeront parce qu'il y a de l'IA qui est incorporée dans les systèmes. Je pense qu'on a une vraie réflexion à faire sur comment est-ce que collectivement on peut alimenter tous ces systèmes avec plein de données. Et aujourd'hui, on ne fait pas la course en tête. Et on va terminer, et d'ailleurs ce sera son mot de la fin avant qu'il parte à Roissy prendre son avion. Un tout dernier mot sur cette table ronde. Juste un petit commentaire sur ta remarque, Éric. En fait,
les GAFA ont à peu près 20% des data dans le monde grâce à Internet. Il en reste 80% dans les industries et c'est celle-là qu'il faut qu'on attaque. Entrer les autres. Il n'y a pas forcément besoin. Michel, allez, c'est vraiment le mot de la fin. On est très en retard. Michel Laclais. Je voudrais faire quand même un parallèle sur un domaine, sur les plans d'expérience qu'on avait dans le temps, etc., en simulation, entre des modèles qui sont des modèles aux équations aux dérivées partielles et des modèles dits équations différentielles, et avec des réductions qu'on faisait qui étaient un peu d'IA, etc., mais limitées, mais on savait quel était l'intervalle de confiance où on allait et quelles sont les données sur lesquelles on s'appuie. Ben, il faut se bâtir le même environnement. L'école française en maths est bonne, on peut y aller, mais il faut donner toutes les chances pour réussir. C'est un joli mot de la fin. On peut applaudir Michel Laclais et nos participants. Merci beaucoup. Toutes les chances pour réussir. Merci beaucoup, messieurs.